Bien, bonjour les secondes. Donc après avoir vu en grand 1 dans un cours précédent la façon dont les sociétés faisaient face aux risques, après avoir dans une première partie avoir défini les différents types de risques, avoir vu qu'il existait deux grands types de risques naturels, les risques d'origine climatique et les risques d'origine lithosphérique. Nous avions vu ensuite dans un grand B l'inégale vulnérabilité des sociétés face à ces types de risques. Et notamment, nous avions noté que plus une société était sous-développée, plus elle était pauvre, plus elle avait des difficultés plus elle était vulnérable face à ce risque. Et pour continuer sur cette inégalité entre les sociétés, nous avions fait un grand C où nous avions vu que la gestion des risques était inégale, notamment dans les domaines de la prévision, de la prévention et de la gestion de la catastrophe. Donc voilà ce qui en était pour le 1, donc les sociétés face à des risques multiples. Dans un grand 2, nous allons voir que les ressources majeures présentes sur Terre sont sous pression. Et donc nous allons essayer de répondre à la problématique suivante. Comment les sociétés font-elles face à ces besoins croissants, notamment ces besoins croissants de ressources? Alors, puisque ce grand 2 porte sur les ressources présentes sur Terre, et notamment les ressources majeures, eh bien, il faut peut-être commencer par définir ce qu'on appelle une ressource, même si vous avez certainement tous une idée sur la question. Mais une ressource, c'est tout simplement un bien de l'environnement auquel une société euh, accorde une valeur en fonction de ses besoins. Donc, que sont les ressources? En fait, ce sont les éléments qui sont essentiels à la vie humaine. Bah, en premier lieu, évidemment, l'eau. On pourrait penser également à la nourriture, mais il ne faut pas aussi et surtout négliger les ressources énergétiques. Donc, ce qu'on appelle ressources, ce sont les éléments essentiels à la vie, aux activités humaines, et notamment bah, l'eau, l'alimentation et l'énergie. Alors, ces ressources, c'est par exemple les besoins quotidiens qu'ont les hommes en eau douce, notamment. Vous avez besoin d'eau douce bah, déjà pour boire, parce que votre corps est composé à peu près 70% d'eau. Vous avez besoin d'eau douce également pour faire la cuisine. Vous avez besoin d'eau douce pour l'hygiène. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah, on peut se laver les mains à l'eau salée ou se doucher avec une douche avec de l'eau salée. Dans les faits, si vous douchez tous les jours avec de l'eau salée, votre peau, ça va l'irriter, ça va provoquer des problèmes. Il faut, faire son hygiène avec de l'eau douce. De même, vous n'allez pas vous laver les dents, par exemple, avec de l'eau salée. D'une, c'est pas très agréable et puis c'est pas bon pour la santé. On a besoin également, d'énergie, parmi les ressources, donc notamment d'énergie, ben, on en a besoin pour cuisiner. Vous savez, depuis 500 000 ans, l'homme a découvert le feu, c'est quand même beaucoup plus pratique pour cuisiner, donc d'avoir des sources d'énergie. On a besoin d'énergie évidemment, pour se chauffer, notamment, l'hiver, dans les civilisations tempérées, voire froides, hein, on a besoin d'énergie pour se chauffer. Même dans les milieux arides, hein, la nuit peut être extrêmement froide dans un désert, donc on a besoin de chaleur. On a besoin de chaleur et donc d'énergie bah, pour s'éclairer, on a besoin d'énergie évidemment pour se déplacer, on a besoin d'énergie également pour produire des biens, notamment dans les usines. Donc on va voir et on va essayer de répondre à cette question, eh bien pourquoi ces besoins augmentent-ils? Alors je vous entends déjà dire, bah, ils augmentent tout simplement parce que la population augmente. C'est vrai, sauf que la population augmente beaucoup moins vite que nos besoins augmentent. Donc ça amène à nous poser la question de bah, pourquoi ces besoins augmentent-ils autant? Alors c'est vrai que la population augmente, hein, nous étions 1 milliard d'hommes en 1800, nous étions 2 milliards d'hommes en 1900, nous étions 3 milliards d'hommes en 1950, nous étions 6 milliards d'hommes en 1990, nous sommes 7 milliards à peu près 800 millions en 2020. On estime qu'on sera à peu près 9 à 10 milliards en 2050. Donc la population humaine ne cesse d'augmenter. Donc effectivement, les besoins augmentent par le biais de ce qu'on appelle la transition démographique. Donc la transition démographique, c'est le passage d'un régime démographique ancien, celui qui avait lieu jusqu'à peu près au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une époque où les gens faisaient beaucoup d'enfants, mais il y avait aussi beaucoup de décès. Le taux de mortalité était très élevé, les taux de natalité étaient très élevés, et du coup, la croissance démographique était faible. Puis,
Vous savez, il y a eu les progrès de la vaccination, une meilleure alimentation, les progrès de la médecine, et les hommes, sont morts de plus en plus rarement et de plus en plus, tardivement et donc les gens continuent à faire beaucoup d'enfants, mais les enfants mouraient moins. Donc sous les effets de cette transition démographique, eh bien la population, humaine s'est considérablement, accrue, a considérablement augmenté. C'est pour ça qu'on a mis à peu près, plusieurs millions d'années pour atteindre 1 milliard d'habitants en 1800 et déjà en 1900, on avait doublé la population mondiale. Puis en à peine, 50 ans, on avait gagné un 3 milliard. Puis après, en 50 ans, on a gagné 3 milliards de plus. Donc on voit bien qu'il y a un accroissement de la population humaine. Ça, c'est les conséquences de la transition démographique et du fait que eh bien, nos sociétés ont connu un accroissement de l'espérance de vie et une diminution de la mortalité. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens font de moins en moins d'enfants, notamment dans les sociétés développées, et comme les taux de mortalité sont également très faibles, eh bien la croissance démographique est du coup faible dans les pays développés, voire même des fois négative, on le verra dans d'autres chapitres en géographie, dans des pays comme l'Italie, la Russie ou le Japon. Mais dans beaucoup de pays du monde, et notamment dans les pays du Sud, nous sommes encore entre la première et la deuxième phase de la transition démographique, c'est-à-dire le moment où les progrès médicaux, la vaccination, l'amélioration de l'alimentation ont touché ces pays, mais par contre, ces pays sont encore marqués par de très forts taux de croissance démographique, car les gens continuent de faire beaucoup d'enfants, parce que ce sont souvent des populations pauvres qui n'ont pas accès à la contraception. Le mariage a lieu très tôt pour les jeunes filles, qui forcément, plus elles sont mariées tôt, plus elles vont avoir un enfant tôt. Donc la possibilité aussi de faire des grossesses multiples. Elles vont moins à l'école, donc ça aussi c'est prouvé. Moins les filles vont à l'école, plus elles font des enfants. Et donc tout cela a contribué à l'accroissement de la population humaine, donc forcément à l'accroissement des besoins en énergie, en alimentation, en eau. Cependant, je vous ai dit, ça ne suffit pas à expliquer une telle augmentation de nos besoins. Et cette augmentation de nos besoins, par contre, elle peut s'expliquer par d'autres phénomènes. Par exemple, l'urbanisation. Le fait que les hommes vivent de plus en plus en ville. Quand on habite en ville, eh bien, on consomme davantage d'énergie, on utilise davantage de moyens de locomotion, on a accès au chauffage, à l'électricité, donc on consomme plus d'énergie, par exemple. L'industrialisation qui a commencé au début du 19e siècle en Europe, un peu plus tôt pour l'Angleterre, mais on va dire début du 19e siècle pour l'Europe, eh bien l'industrialisation a fait qu'on a consommé davantage d'énergie, d'abord du charbon, puis du pétrole, de l'électricité. Également, nos sociétés ont été marquées par la modernisation de l'agriculture. Donc, on irrigue beaucoup plus que le faisaient nos anciens, et une irrigation qui est en plus associée à la mécanisation. Donc, on dépense davantage d'eau, beaucoup plus d'eau pour l'agriculture qu'on en dépensait avant, où finalement on se basait sur les précipitations naturelles, alors qu'aujourd'hui on apporte de l'eau de façon artificielle. Et puis la mécanisation, c'est aussi davantage de consommation de ressources, hein, par exemple de minerais comme du fer pour produire les engins, et puis des hydrocarbures pour faire marcher ces engins. Également, on peut noter l'augmentation des mobilités comme cause de l'augmentation des ressources. Les hommes se déplacent beaucoup plus sur Terre, notamment par le biais du tourisme, et donc on consomme beaucoup plus d'énergie. On peut penser également à l'amélioration du confort domestique, hein. La France, par exemple, dans les 30 Glorieuses, entre 1950 et 1970, fin 70, eh bien, les Françaises et les Français voulaient avoir accès à un réfrigérateur, un lave-vaisselle, une voiture. Donc forcément, ce qu'on a appelé la société la société de consommation implique une consommation accrue d'énergie et de matières premières pour fabriquer tous ces objets. Euh, Ce qui peut être intéressant de voir, c'est un graphique qui nous montre la répartition des prélèvements en eau. Ce graphique que vous trouvez dans votre manuel à la page 63, eh bien, ce graphique nous montre que la consommation d'eau qui a tant augmenté, eh bien, c'est surtout du fait en fait de l'agriculture, hein. Pour 70% de la consommation d'eau mondiale, eh bien, c'est l'agriculture et notamment l'agriculture irriguée qui détourne les nappes phréatiques ou les rivières ou les fleuves pour produire toujours davantage de nourriture, pour nourrir une population toujours davantage, plus nombreuse. Vous remarquez que le deuxième
pôle de consommation d'eau, c'est le secteur industriel, car l'industrie a besoin d'eau pour fabriquer un certain nombre de biens. Et on peut penser par exemple l'énergie atomique, hein, les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour le refroidissement du cœur des centrales. Et enfin, vous pouvez voir que simplement 11% de cette consommation provient de la consommation domestique. Donc c'est pour ça quand on vous dit de couper l'eau, quand vous lavez les dents ou de mettre des, 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 des appareils qui permettront de réduire la consommation d'eau, c'est bien, mais c'est un tout petit effort par rapport à ce qui devrait être fait dans d'autres domaines comme l'agriculture. Alors, ces besoins de consommation d'énergie, je vous l'ai dit, explosent surtout au 19e siècle, hein, avec la révolution industrielle, et vont encore plus exploser depuis la deuxième moitié du 20e siècle, depuis les années 1950, et notamment avec cette période qu'on appelait les 30 glorieuses, donc les années 50-80, après la Deuxième Guerre mondiale, où la plupart des puissances des pays développés se sont considérablement modernisées. Et donc, ce que je vous ai dit, c'était l'accession à la société de consommation. Donc là, la consommation d'énergie a été multipliée par 3 au cours de ces 50 années. Alors que si on prend la population mondiale, entre 1950, où elle était de 3 milliards, et 2000, où elle était de 6 milliards, la population mondiale elle a simplement doublé, alors que la consommation d'énergie a triplé. Donc on voit bien que ce n'est pas la seule augmentation de la population qui a pu entraîner cette augmentation de la consommation d'énergie. C'est bien dû à d'autres facteurs, et notamment à la mécanisation, la modernisation, l'accès à la société de consommation. Donc la pression des sociétés sur les ressources va aussi avoir comme conséquence, et vous le savez, l'accélération de la dégradation de ces ressources en termes de quantité. Forcément, si on en prend de plus en plus, eh bien, il y en aura de moins en moins, mais aussi en termes de qualité. Je pense notamment à la qualité de l'eau qui ne cesse de diminuer et ça va accentuer les déséquilibres au sein des sociétés humaines. Ce qui va nous permettre de nous intéresser au grand B, le fait que les ressources sont inégalement réparties et inégalement accessibles. Alors, cette carte, vous pouvez la trouver à la page 58-59 de votre manuel. Et vous aurez été en classe, je vous aurais demandé de répondre à l'oral à la question 1 du manuel, page 58. Localiser les différentes ressources mondiales et les lieux de leur consommation. Ça, c'est la première question. Et pourquoi peut-on parler d'inégalité dans leur répartition et dans leur consommation? Donc déjà, si on commence par localiser les différentes ressources mondiales et les lieux de leur consommation, eh bien, on peut commencer à s'intéresser à la ressource, par exemple, en eau. La localisation de la ressource en eau, elle est symbolisée par la légende, par les traits discontinus bleus. Donc, on vous dit qu'il y a une forte disponibilité en eau. Donc, dans ces régions, vous voyez, donc c'est l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, une grande partie de la Russie. Donc, tout ce qui correspond grosso modo à l'hémisphère nord. On en trouve également beaucoup au niveau finalement des zones équatoriales, hein, que ce soit le Brésil avec l'Amazonie, l'Afrique centrale et l'Asie du Sud-Est. Donc ce sont des territoires où on a une grande disponibilité en eau. Alors, comment expliquer cette disponibilité en eau? Eh bien, les ressources en eau, elles varient selon les milieux, hein. Évidemment, comme je viens de vous le montrer, elles sont plus abondantes dans un milieu équatorial parce qu'il pleut beaucoup. Donc, logiquement, il y a plus d'eau dans ces endroits-là. Et la ressource en eau, eh bien, elle est insuffisante dans les milieux arides, hein. On peut voir ici, par exemple, au cœur du désert du Sahara, il n'y a pas beaucoup de présence d'eau, évidemment. De même dans l'Amérique centrale et dans certaines régions de l'Asie, par exemple la Mongolie, on voit que la ressource en eau est peu présente. Car ces milieux arides, bien évidemment, il y fait très chaud, donc ils sont soumis à une forte évaporation et il n'y pleut pas souvent. Mais le lien entre finalement climat et présence de la ressource en eau, il n'est pas systématique. Par exemple, en Russie, on a des précipitations qui sont moyennes, mais comme on a une faible population et qu'on a la présence de fleuves importants, eh bien la ressource en eau par habitant, eh bien elle est quand même importante. Parce qu'en fait, pour calculer la ressource en eau par habitant, eh bien il faut prendre la ressource en eau de tout un pays et la diviser par le nombre d'habitants. Donc si vous avez un pays qui est immense
avec très peu d'habitants, même s'il n'y a pas une énorme ressource en eau dans le pays, eh bien, quand vous faites la moyenne par habitant, il y aura une ressource en eau assez importante finalement.